Où en est l'inclusion des personnes porteuses de handicap dans la société? 20 ans après la loi handicap et 3 ans après un plan du Finistère, un bilan a été organisé ce vendredi 21 mars. On se penche sur cette question en début de journal. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité bretonne. La ministre du Travail et de la Santé, Catherine Vautrin, était donc en déplacement à Plébain à l'occasion de ces 3 ans du pacte handicap Finistère, un engagement du département d'investir pour une meilleure prise en charge du handicap. Un reportage de Maël Delmure. Venir féliciter les agents de la MDPH du Finistère, voici l'un des objectifs de la ministre de la Santé, Catherine Vautrin. Ici, le temps d'instruction des dossiers est passé de 7 mois à 3 mois en seulement 3 ans. Il y a une capacité à organiser cette MDPH pour répondre dans des délais qui sont de très bons délais, avec une qualité de réponse qui correspond aux attentes de nos concitoyens. Un changement possible grâce au pacte Plébain signé il y a 3 ans par le département, mais l'ensemble des objectifs ne sont toujours pas atteints. Il y avait un engagement de 700 places. Au moment où je vous parle, plus de 350 places ont été créées. Bon, le président trouve qu'on ne va pas assez vite, mais c'est quand même déjà une réponse très concrète qui est faite pour les familles, avec de nouvelles places au service des personnes en situation de handicap. Dans le Finistère, les Genêts d'Ordre comptent 600 personnes en liste d'attente pour intégrer une structure médico-sociale. S'il manque un nombre incalculable de places, c'est pas 600 places, c'est 600 hébergements, 600 prises en charge adaptées, 600 dignités pour les personnes au quotidien. Des structures essentielles pour espérer que les personnes en situation de handicap puissent s'insérer en milieu ordinaire. Et si la loi oblige toutes les entreprises de 20 salariés et plus à avoir au sein de leur effectif 6% au moins de travailleurs handicapés, toutes les entreprises ne respectent pas ce quota. À Landerneau, un hôtel fait même figure d'exception puisqu'il emploie aujourd'hui une majorité de travailleurs handicapés. Une initiative qui fait ses preuves, comme nous le raconte Fanny Abiv. Comme ça, vous m'envoyez le coupon de votre Wonderbox et je vous rappelle, je vous dis si on prend cette formule-là ou pas. À première vue, cet hôtel peut paraître tout à fait semblable à ses concurrents du secteur, à une exception. Ici, 80% des employés possèdent le statut de travailleur handicapé, un parti pris adopté dès son ouverture en 2015 et qui demande au quotidien bienveillance et flexibilité. Alors ce qui change par rapport à un hôtel classique, c'est que l'Ara Hôtel adapte les postes en fonction de l'handicap des collaborateurs. La plupart de nos collaborateurs sont tous à mi-temps. On va adapter les plannings en fonction des spécificités médicales qui nous sont recommandées par le médecin du travail. Par exemple, j'ai des collaborateurs qui ne peuvent pas travailler le matin. C'est plutôt le soir parce qu'ils peuvent avoir des traitements médicamenteux qui les font somnoler le matin. Un moyen pour ces employés de reprendre confiance en eux et d'évoluer dans une entreprise où ils se sentent écoutés, à l'image d'Alexandra, nouvellement arrivée au sein de la structure hôtelière. Moi c'est par rapport à mon bassin, donc j'ai des difficultés à tout ce qui est me baisser. Donc je privilégie plus de faire les salles de bain que les lits. Donc voilà, je fais tout ce qui est gris, parois de douche, miroir. C'est plus agréable d'arriver dans une structure où on se comprend un peu tous avec nos pathologies. Quand on arrive dans une structure où, où je suis la seule, avec des contraintes, c'est un peu plus compliqué. Mais là, on a beaucoup de discussions. J'ai été bien accueillie par tous mes collègues. Les clients, eux, découvrent souvent la particularité de l'hôtel à la fin de leur séjour. Et à en croire son dirigeant, les retours sont toujours très positifs. De quoi conforter la direction dans son choix. Fait divers maintenant, la commune de Saint-Sulpice-des-Landes a appris la mort ce jeudi d'un petit garçon de 6 ans. Ses parents ont été placés en garde à vue et une enquête pour assassinat a été ouverte par le parquet de Rennes. Une nouvelle qui a provoqué un choc dans la commune, comme nous l'a expliqué Clément Trian, conseiller municipal, au micro de Romain Leroux. Je pense qu'on est dans une commune de 800 habitants, très rurale, tout le monde se connaît, donc le choc est totalement légitime. L'équipe municipale est la première choquée, la première bouleversée. Et évidemment, on souhaite apporter notre soutien à tous les habitants de la commune. On comprend que les prochains jours vont être compliqués. La première réaction est venue de la direction de l'école qui a envoyé un mail à l'ensemble des parents d'élèves pour leur informer du décès de l'enfant de 6 ans scolarisé à l'école publique François Lebrun.
Et depuis, une cellule d'écoute et une cellule psychologique a été mise en place ce matin par l'inspection académique. Donc elle est composée à peu près de 6-7 personnes. Il y a une infirmière de secteur, une psychologue scolaire, l'inspectrice qui est présente aussi, 2 professeurs remplaçants et des conseillers pédagogiques. Plusieurs manifestations contre le racisme et le fascisme sont prévues ce samedi un peu partout en France. Elles font suite à l'appel de plusieurs organisations coordonnées par la Marche des Solidarités et la Ligue des droits de l'homme. Dans leur viseur, la circulaire Retailleau demandant au préfet de serrer la vis sur les procédures d'admission exceptionnelle au séjour. En Bretagne, 12 rassemblements sont prévus principalement en milieu de journée, comme à Brest, Rennes, Lorient et Saint-Brieuc. Et puis ce vendredi marque le début du SIDAction, l'occasion de rappeler qu'en France, l'épidémie de sida n'est pas encore éteinte. Sur l'année 2023, 5550 personnes ont découvert leur séropositivité au VIH, dont 17% de moins de 25 ans. Alors Laura, tu as travaillé sur le sujet pour le Télégramme et tu me disais qu'on constate un recul de l'utilisation du préservatif dans cette tranche d'âge, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. En fait, il y a une étude là, de l'INSERM qui a été publiée en fin d'année 2024 et qui montre qu'il y a quand même en 2023 25% des femmes qui n'utilisent pas de préservatif lors de leur premier rapport sexuel et 16% des hommes. Donc c'est quand même des chiffres assez importants aujourd'hui et il y a clairement une baisse de l'utilisation depuis ces dernières années, comme on peut le voir là sur les chiffres, de l'utilisation du préservatif. Et ça, c'est pas que spécifique à la France. Non. C'est partout en Europe. C'est pareil. Il y a eu un rapport récent là, de l'Organisation mondiale de la santé qui montre que depuis 2014, chez les adolescents, les taux de rapports sexuels non protégés sont vraiment inquiétants. Et est-ce qu'on connaît les raisons de ce recul ? Non, alors pour l'instant, on n'a pas encore vraiment les raisons parce que du coup, l'étude de l'INSERM, là, on n'en est qu'au premier volet. Et en fait, les raisons vont être analysées et seront publiées sûrement au cours de l'année 2025. Pour l'instant, on peut seulement présupposer des choses. C'est ce que me disait le professeur Arvieux du CHU de Rennes. On pense peut-être que les jeunes peuvent être mal informés. Ils pensent avoir des informations, mais peut-être qu'ils sont erronés. Et oui, il y a un manque d'informations et puis peut-être une crainte qui baisse par rapport à la sexualité, ce qui n'est pas forcément une mauvaise nouvelle en soi, mais à partir du moment où on se protège. Merci Laura. Et puis on rappelle que les préservatifs sont gratuits pour les moins de 26 ans en pharmacie. Voilà, transport maintenant. D'abord, pour vous dire que le trafic ferroviaire va être perturbé à Rennes dans les prochains mois. La SNCF a annoncé des travaux d'ampleur à la gare qui débuteront fin mars. Et ça, pour 3 mois. Les week-ends du 29 mars et du 19 avril seront particulièrement touchés puisque les trains de la ligne sud seront déroutés vers Nantes. Ces travaux ont pour but de renouveler 6 appareils de voie, 400 mètres linéaires de voie et des ballasts, le tout pour un montant de 4,3 millions d'euros. Ensuite, si vous êtes automobiliste et usager de la rocade rennaise, un axe emprunté quand même par plus de 110 000 personnes au quotidien, des feux tricolores vont être installés à plusieurs entrées. Le but est de réguler le trafic et éviter la formation de bouchons, un système expérimenté depuis septembre 2023 à la porte de Bréquigny. Philippe Berthoud de TVRN nous en dit plus. Du nouveau sur la rocade rennaise ce lundi 24 mars avec la mise en service progressive de 4 nouveaux feux tricolores. Ce sera le cas porte de Beaulieu avec un système de régulation qui va filtrer l'accès à la chaussée intérieure en direction de la porte des loges. Grâce à des capteurs implantés dans la chaussée, l'intensité du trafic sera mesurée en temps réel et les véhicules rentrant sur la rocade pourront être bloqués au maximum 1 minute par l'activation des feux rouges. Le but est de limiter l'engorgement du trafic et retarder la formation des bouchons en maîtrisant le rythme et le volume des entrées des véhicules sur l'un des axes les plus empruntés du département et très souvent congestionné aux heures de pointe, le matin et le soir. Lundi 28 avril, ce dispositif sera également activé aux portes des loges et portes d'Angers. Festival maintenant, Olivia Ruiz, Orange Blossom et les Bretons de Startigène à la programmation du bout du monde. Le festival de la presqu'île de Crozon a dévoilé ce vendredi une vingtaine de nouveaux concerts pour son édition 2025. Ils rejoignent les Libertines, Yodelis, Feu Chatterton et la quinzaine d'autres artistes déjà annoncés en décembre 2024. Les dernières places pour le festival qui se déroulera du 1er au 3 août prochain ont été mises en vente ce vendredi à 17h.
Et puis, on va parler de voile pour terminer cette édition, parce que c'est la star du Vendée Globe 2024. Violette d'Orange, 23 ans, est devenue la plus jeune navigatrice à boucler la mythique course en solitaire. Alors, au-delà de l'aspect sportif, la jeune skippeuse a conquis le cœur du public, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, entre sa nouvelle notoriété et sa future collaboration avec Samantha Davis, Violette d'Orange entame un nouveau chapitre de sa carrière. Philippe Eliès et Eva Thomas l'ont rencontrée. Je m'appelle Violette d'Orange, j'ai 23 ans et je viens de rentrer du Vendée Globe. J'ai vraiment découvert le fait que la course au large s'est démocratisée vraiment en arrivant. Moi, je m'en suis pas rendu compte quand j'étais en mer de toutes les personnes qui suivaient le projet. Et c'est les personnes qui, tout autour de moi, m'en ont parlé, m'ont dit « Ah bah, j'ai suivi le Vendée Globe alors qu'avant je ne suivais pas du tout ». Et j'espère que le fait qu'on a été très médiatisé puisse ouvrir la porte à la course au large pour plein de personnes qui s'y intéressaient pas avant. Hello, j'ai réussi à aller jusqu'au Cap Vert. Pendant la course, c'est pas moi qui gère mon compte, c'est une équipe à terre. Et du coup, quand je suis retournée à terre, il a fallu que je reprenne un petit peu en main le compte. Et y a une communauté maintenant, donc c'est vrai qu'il faut essayer de continuer de l'alimenter. Après, j'essaie de pas trop me mettre la pression parce que se dire qu'il y a 650 000 personnes qui suivent, ça met un peu la pression. Tout le travail que j'ai fait depuis des années, ça commence à vraiment fonctionner et ça a plus de poids maintenant. Ouais, je vais continuer de faire des choses qui me plaisent, je vais pas changer tout parce qu'aujourd'hui c'est différent. Ça fait très bizarre parce que depuis l'arrivée, quand je me balade, soit à Lorient, soit à Paris, ça arrive que des personnes me reconnaissent. Mais pour l'instant, ça se passe super bien et c'est toujours bienveillant. C'est important d'être super bien entouré, d'être entouré des bonnes personnes qui ont en fait la même envie de mener à bien le projet. Et à la fois des personnes qui nous protègent et aussi des personnes qui ont le même engagement, quoi. Voilà, vous pouvez retrouver l'interview de Violette d'Orange en intégralité dans le Télégramme de samedi. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon week-end.